Karina Gould, merci d'avoir accepté cette entrevue pour Radio-Canada International. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. On essaie de nouvelles manières de communiquer, de nouvelles manières de fonctionner. Donc, voilà, tout le monde recommence, enfin, réessaye des choses. Ouais. Donc, merci quand même d'avoir accepté. Ministre, le secrétaire général de l'ONU a récemment rappelé que 310 millions d'élèves, près de la moitié du total mondial, comptent sur l'école pour se nourrir chaque jour. Et comme la grande majorité des enfants ne vont pas à l'école en ce moment, euh, ne vont pas à l'école en ce moment, la malnutrition aura d'importantes conséquences. C'est ce que le secrétaire de l'ONU, Guterres, a dit. Il a aussi dit que même avant la pandémie, les taux mondiaux de malnutrition et de retard de croissance chez les enfants étaient inacceptables. On Mhm. sait que le Canada a récemment convoqué à une réunion du groupe d'amis pour la sécurité alimentaire à l'ONU pour essayer de trouver des manières d'atténuer ces effets qui pourraient avoir la pandémie chez les enfants et en général chez la population dans les pays les plus pauvres du monde. Donc, dites-nous quelles étaient en fait, les conclusions de cette réunion qui a eu lieu la semaine dernière. Ouais, bien sûr, mais effectivement, c'est tout à fait une situation vraiment préoccupante. Comme vous avez mentionné, 370 millions d'élèves comptent sur le programme alimentaire pour leur nourrir dans leurs écoles. Et maintenant, il y a 82% des élèves qui ne vont pas à l'école dans le monde. 82%, C'est énorme. c'est Ouais. énorme. Mais le Canada travaille avec le programme d'alimentation mondiale pour assurer qu'il y a des alternatives pour accéder aux nourritures. Par exemple, nous avons fourni 13,5 millions de dollars récemment dans notre réponse au COVID-19 seulement pour le programme alimentaire mondial. Le programme, le PAM, est en train de travailler avec les gouvernements nationaux pour avoir des autres points de distribution pour assurer qu'il y a toujours un accès à la nourriture. Alors, c'est une des choses qu'ils font. Est-ce que c'est suffisant? C'est une question, mais sur les circonstances, c'est quelque chose qu'ils font pour assurer que les élèves qui normalement auraient accès à la nourriture pour les écoles ont des autres alternatives pour avoir accès à la nourriture. Comme vous avez mentionné, le vendredi matin, j'ai fait partie d'une réunion extraordinaire à haut niveau à l'ONU sur ce thème-là. Et ce que nous avons écouté, c'est que vraiment c'est un des enjeux les plus importants maintenant dans le monde et c'est une des priorités du Canada. Le PAM nourrit actuellement à 100 millions de personnes annuellement. Alors, le Canada travaille avec nos alliés, avec nos partenaires partout au monde pour assurer qu'il y a toujours accès à des chaînes de nourriture, à des marchés pour assurer qu'il y a toujours le commerce et nous appuyons aussi, travaillons avec les autres pays pour assurer qu'ils maintiennent ouverts leur marché, qu'ils ne prennent pas des mesures isolationnistes pour Isolement, oui. assurer que toujours il y a d'accès à la nourriture. Mais c'est une des choses les plus importantes d'où le monde doit mettre le cible parce que les conséquences peuvent être dévastantes si nous ne Ouais. sommes pas engagés directement dans la sécurité de nourriture. Comme vous le savez, justement, ma prochaine question était concernant la communauté de la coopération internationale, particulièrement celle du Canada, qui est en première ligne de la réponse mondiale à la pandémie de la COVID-19, et comme elle a été dans plusieurs autres pandémies et dans plusieurs autres crises à travers le monde. Quel support particulièrement recevront les travailleurs humanitaires canadiens du gouvernement du Canada? Bon, il y avait beaucoup de travailleurs humanitaires qui étaient sur le terrain. Quelques organisations ont décidé de les retourner à la maison pour leur
protéger. Les autres sont déjà là et nous travaillons avec les organisations des ONG internationales pour les appuyer, mais aussi il y a beaucoup de Canadiens qui travaillent avec l'ONU ou les autres organisations internationales qui sont sur le terrain. Nous sommes en train de les écouter, de travailler avec eux et d'essayer de les appuyer tant que nous pouvons. D'accord. À part les préoccupations, vous avez parlé de l'entrée des denrées, de l'entrée des travailleurs humanitaires aussi, mais à part la sécurité alimentaire et l'entrée de ces travailleurs-là, il y a d'autres préoccupations pour le Canada à l'étranger en ce moment dans le cadre de cette pandémie? Bien sûr, bon, premièrement, la priorité, c'est la crise de santé et c'est assurer que les autres pays ont les capacités de faire les tests, assurer qu'ils ont de l'équipement de personnel de les protéger pour les travailleurs et travailleuses de première ligne qui ont besoin de l'avoir. C'est la même crise que nous avons ici au Canada pour nos travailleurs dans le système de santé, mais c'est quand même c'est pire dans les pays de développement parce qu'ils normalement n'ont pas l'accès à cet équipement. Mais aussi, c'est d'assurer, c'est une préoccupation des secondaires et tertiaires effets de santé. Alors, on sait que des campagnes de vaccins de polio, par exemple, ont dû être arrêtées, Suspendu, oui. suspendues durant cette campagne. Alors, il y a une préoccupation que des autres maladies infectieuses pourraient avoir une comeback, pour dire-le comme ça, pendant cette pandémie. Et c'est une grande préoccupation de nous au Canada. Aussi, le Canada a été et est toujours un leader dans l'espace de santé maternelle, de l'enfance et des bébés. Et de voir qu'il y a toujours un provisionnement de soins dans ce secteur-là. Aussi, l'accès aux droits et services de santé sexuelle et reproductive, c'est aussi une préoccupation. Et l'autre préoccupation pour moi, personnellement, c'est l'accès à l'éducation et la continuation des études. Comme j'ai mentionné, 82,5% des élèves actuellement dans le monde ne vont pas à l'école. C'est sans précédent. Et on sait que les élèves, en particulier les filles, en situation vulnérable, quand les choses retournent ce qui va être le nouveau normal, il y a un grand risque que ces élèves, particulièrement les filles, ne retournera pas à l'école. Karina Gould, le Canada a appuyé rapidement l'appel du secrétaire des Nations unies pour un cessez-le-feu mondial pendant la pandémie. À quelle préoccupation répond cette posture particulièrement? Oui, c'était vraiment important pour le Canada d'appuyer cet appel à la cessez-feu. Nous savons que dans beaucoup de situations de conflit, les systèmes de santé ont été vraiment ne sont pas adéquats, particulièrement en Yémen et Syrie où le système de santé était vraiment dévasté par les conflits et c'est déjà difficile à recevoir des soins de santé. On sait aussi que les gens sont déjà dans une situation extrêmement vulnérable quand ils vivent dans une situation de conflit. Et la pandémie pourrait les mettre dans une situation doublement vulnérable. Alors, le Canada a appuyé totalement cet appel du secrétaire général pour essayer de protéger les gens de lentir la transmission du COVID-19 parce qu'on sait que dans les situations de conflit, ça pourrait être encore plus difficile d'isoler les gens qui ont besoin s'ils sont malades et aussi comprenons que c'est déjà extrêmement difficile à recevoir du soin de santé dans ces contextes.
Ministre, le Canada a aussi conclu un accord avec l'Arabie saoudite dernièrement, ouvrant, disons, la possibilité à de nouvelles ventes d'armes à ce pays. Voyez-vous une contradiction entre les cessez-le-feu et l'appui au cessez-le-feu et puis cet nouvel accord? Puis comme était annoncé par mon collègue, le ministre Champagne, le ministre des Affaires étrangères, cet accord, c'est un accord qui a été négocié avec l'ancien gouvernement conservateur et c'est basé sur les nouveaux négociations du contrat et que le Canada a fait une analyse extensive pour assurer que ces armes n'étaient pas utilisées pour contredire, pour qu'il y a des infractions sur les droits humains. Et le Canada continuera de monitorer, d'observer comment ces armes sont utilisées, ces véhicules vraiment sont utilisés par l'Arabie saoudite et s'il y a des questions de violation de droits humains que le Canada ne les vendra pas, mais qu'à ce moment-là, le Canada a la confiance que ce n'est pas le cas. Karina Gould, vous êtes ministre du Développement international du Canada. Merci beaucoup pour cette entrevue pour Radio-Canada International. Merci beaucoup à vous.